De retour en studio, vous écoutez les Étés généraux, 101.5 Montréal, Benjamin Hogg au micro. Donc on est très content, on a Monsieur Gabriel Nadeau-Dubois qui est là devant moi, qui est en train de s'installer, ex-porte-parole de la classe, étudiant en philosophie à l'Université de Montréal. J'imagine qu'il va rentrer, là il est en congé pour l'été, monsieur? En congé, on n'est jamais vraiment en congé, mais quand on est étudiant, on prend une petite pause. Exactement. Donc, vous étiez, récemment, vous êtes revenu dimanche là d'une première, vous êtes allé donc une délégation québécoise, vous êtes rendu dans le coin de Fort McMurray en Alberta, donc pour un peu essayer de constater ce qui se passe là-bas du côté de l'exploitation des sables bitumineux, etc., etc. Donc, qui avait pris l'initiative d'envoyer une délégation québécoise là-bas? C'est une idée qui est venue de l'Organisation de solidarité internationale alternative, qui a décidé donc, pour la première fois, de mettre sur pied une délégation québécoise à une activité qui se produit chaque année à Fort McMurray en Alberta et qui s'appelle le Healing Walk. Au fond, la marche de la guérison, c'est organisé par les communautés autochtones locales et l'objectif, c'est de sensibiliser non seulement les Albertains, mais les gens de partout en Amérique du Nord sur les sables bitumineux, sur les impacts environnementaux et sociaux d'une industrie qui est excessivement controversée à travers le monde. Effectivement. Et vous, personnellement, vous sentiez interpellé? C'était important pour vous d'être sur place? Moi, avant de m'impliquer dans le mouvement étudiant, j'étais impliqué dans le mouvement environnemental. Ça a toujours été une préoccupation extrêmement importante pour moi. Donc, quand j'ai vu le projet passer, je me suis immédiatement porté volontaire. Évidemment, je ne le regrette absolument pas. Donc, vous m'avez dit un peu plus tôt que vous étiez donc accueilli par les communautés autochtones. Je pense que c'est les communautés Athabasca Chipewyan qui vous ont accueilli, c'est bien ça? Exactement. C'est une nation qui est de la lignée d'Aînés, au fond, qui nous accueillait sur son territoire, dans sa réserve, et qui nous a guidés là à travers les sables bitumineux pour une marche quand même de 14 km. Oui, c'est ça, 14 km. Donc, vous êtes peut-être habitué parce qu'il y a eu des manifestations parfois qui ont duré qui étaient très longue, de plusieurs kilomètres quand on tournait autour de la ville. En tout cas, peut-être que vous aviez nous avait pratiqué. Vous aviez un peu l'habitude. Mais comment c'était justement? Ça, c'est intéressant parce que j'ai entendu parler un peu de la délégation qui était sur place, mais on entendait un peu le discours de certains Amérindiens, puis c'était à la fois une manifestation, mais il y avait quelque chose d'un peu... on pourrait dire religieux, dans le sens, c'est une marche spirituelle. Ouais. Le terme est mieux choisi. Donc, comment vous avez réagi par rapport à ça, cette espèce de spiritualité amérindienne? C'était en effet un événement qui était à la fois spirituel et politique, au sens où, pour les communautés autochtones, c'est souvent de toute façon des réalités qui sont intimement liées les unes aux autres. Faut rappeler que l'enjeu des sables bitumineux, c'est un enjeu qui divise beaucoup les communautés autochtones en Alberta, tout comme la question des barrages hydroélectriques au Québec a beaucoup divisé les communautés autochtones à l'époque. Parce que d'un côté, il y a un attrait économique à ces projets de développement-là. C'est des emplois, c'est des très bons emplois, c'est des retombées économiques. Souvent même, les entreprises vont offrir des chèques littéralement aux communautés autochtones. Et donc, il y a un avantage, mais en même temps, c'est un niveau de destruction environnementale et d'acculturation absolument incroyable. Il faut vraiment le voir pour prendre la mesure de l'ampleur de la destruction. Puis ça, vous avez été surpris. Je me suis jamais rendu sur place, mais donc j'imagine que vous aviez vu avant donc les images à la télé, etc. On entend parler depuis des années de ce qui se passe là-bas, mais en vous rendant sur place, vous avez vraiment constaté autre chose? Vous avez pris plus conscience de l'ampleur des dégâts? C'est très difficile à dire. C'est difficile de savoir par où commencer pour décrire ce qu'on a vu là-bas. Disons que c'est une catastrophe. C'est vraiment une authentique catastrophe. C'est une catastrophe environnementale, c'est des paysages lunaires à perte de vue. C'est une catastrophe aussi sociale, parce que comme je le disais un peu plus tôt, l'installation de ces projets-là a amené des problèmes sociaux qui vraiment déchirent les communautés autochtones, problèmes de drogue, problèmes d'alcool, problèmes de prostitution, parce que si vous déversez comme ça une avalanche d'argent sur des communautés très défavorisées, évidemment, ça provoque toutes sortes de problèmes sociaux. Fort McMurray est devenu, à cause de ça, la capitale canadienne des MTS. Okay. Parce que les problèmes de prostitution sont si importants qu'il y a une explosion de toutes sortes de MTS, et c'est de là que vient la résurgence de la syphilis au Canada en ce moment. Autre exemple qu'on peut donner, la route par exemple, qui sépare Edmonton de Fort McMurray, est la route la plus meurtrière au Canada. C'est des milliers d'accidents dans les dernières années, c'est 93 morts entre 2005 et 2010 sur cette route-là, pour essentiellement une raison assez simple. Les gens
ce sont des jeunes hommes qui travaillent là, souvent autochtones, qui ont des très gros salaires, qui ont des problèmes de drogue, d'alcool, et qui prennent la route et qui font des folies, qui coûtent des vies. Alors, c'est des problèmes sociaux aussi extrêmement graves. Et puis, il y a aussi toute la ribambelle de statistiques qu'on connaît déjà en termes d'impact environnementaux. Donc, le but de la délégation québécoise, c'était donc de rendre compte de ce qui se passait. Donc, vous pensez que les Québécois ne sont pas encore assez informés, puis justement, vous avez en préparation, je pense, des projets de lettres là-dessus pour mieux informer les Québécois encore plus. Moi, je pensais qu'il l'était assez. On en parle un peu au Québec, mais on n'en parle pas assez, et ça a souvent été vu comme un problème albertain ou un problème canadien-anglais. Mais là, c'est en train de devenir un problème québécois, parce que sur la table, il y a un projet de la compagnie Enbridge d'inverser le pipeline 9 qui sépare Sarnia et Montréal. Et donc, en ce moment, le pipeline coule de Montréal vers Sarnia, et la compagnie Enbridge veut l'inverser et veut, au lieu de faire circuler du pétrole conventionnel comme c'est actuellement le cas, faire circuler du pétrole lourd qui provient des sables bitumineux. Non seulement il y a c'est assez problématique parce que ce pipeline-là a été construit il y a près de 30 ans pour transporter du pétrole conventionnel qui a à peu près la même consistance que celui qu'on met dans notre voiture, et là on va le remplacer par du pétrole lourd de sable bitumineux qui a à peu près la consistance de beurre d'arachide. Alors c'est pas du tout le même liquide, c'est pas du tout les mêmes risques. Alors il y a des chances là quasi assurées qu'il y a des fuites. Mais même au-delà de ça, la raison pour laquelle Enbridge met autant de pression actuellement sur le gouvernement du Québec pour que le gouvernement du Québec approuve le projet, c'est qu'actuellement, les compagnies de sable bitumineux en Alberta veulent doubler la production d'ici 2020. Ils veulent la tripler d'ici 2030. Le problème, c'est que Fort McMurray, c'est très loin, c'est très isolé. Et en ce moment, les camions et les trains ne fournissent pas pour sortir le pétrole de là. Et s'ils veulent doubler la production, ils n'ont pas le choix, ils doivent construire des pipelines. Il y avait un projet de pipeline vers l'ouest, le projet Northern Gateway, qui a été bloqué récemment par une mobilisation en Colombie-Britannique. Il y avait le projet Keystone XL vers le sud, que M. Obama arrête pas de repousser, et là, l'industrie est en train de se rendre compte que ça sera probablement pas durant le mandat d'Obama que ça va se produire. Alors, qu'est-ce qui reste? Il reste l'Est. C'est ça. Il y a beaucoup de pression en ce moment vers l'Est. Il y a 2 ou 3 projets de pipeline actuellement pour que le pétrole passe par le Québec, pour le sortir là, par la voie maritime du Saint-Laurent. Et c'est pour ça que le gouvernement du Québec, en ce moment, est sous pression. C'est que sans pipeline, il n'y a pas d'expansion des sables bitumineux. Alors actuellement, au Québec, on a un rôle très important à jouer. Parce que si on réussit à bloquer l'inversion du pipeline 9, on fragilise sérieusement l'industrie des sables bitumineux, qui est l'industrie la plus polluante au monde. Sauf que, justement, parlons-en, Parti québécois qui est au pouvoir semble avoir une attitude un peu, on essaye de comprendre, parce qu'à la fois dans leurs dernières annonces, ils veulent baisser les gaz à effet de serre donc au Québec. Donc c'est un plan qui est bien établi, donc le but est clair, baisser les gaz à effet de serre, mais en même temps, ils ouvrent la porte au pétrole ils semblent ouvrir la porte au pétrole de l'Ouest. Est-ce que vous y voyez un manque de cohérence? Actuellement, le gouvernement marois se met la tête dans le sable au sens propre et au sens figuré. Au sens où le ministre Blanchet, le ministre de l'Environnement, nous dit on va faire des consultations sur l'inversion du pipeline 9, mais on va seulement considérer les impacts environnementaux directs, c'est-à-dire par exemple les risques de fuite autour du pipeline, les impacts sur les gens qui habitent autour, dans la région de Mirabel par exemple. Mais il nous dit, par contre, pour des raisons constitutionnelles, on veut pas s'ingérer dans les affaires de l'Alberta. Et si ça augmente les émissions là-bas, c'est pas de nos affaires. Malheureusement, on a une mauvaise nouvelle pour le ministre de l'Environnement. Les gaz à effet de serre, ça reconnaît pas les constitutions ni les frontières. Et on peut pas, en toute connaissance de cause, décider d'inverser le pipeline sans tenir compte de ce paramètre-là qui est fondamental, qui est celui, est-ce qu'on va, en inversant ce pipeline-là, encourager le projet industriel le plus polluant de l'histoire de l'humanité. Parce qu'il faut le rappeler, là, c'est pas rien, les sables bitumineux. C'est un pétrole qui émet entre 4 et 5 fois plus de gaz à effet de serre à produire que le pétrole conventionnel que l'on achète actuellement au Québec, qui nous provient de l'Algérie. L'industrie des sables bitumineux, ça représente également 11 millions d'eau toxique par jour de rejeter dans la rivière Athabasca. Ça, c'est 4 milliards par année. C'est un projet qui est littéralement catastrophique et on ne peut pas l'encourager comme ça collectivement sans se poser des questions. Donc, comment faire comprendre ça? Parce que là, au gouvernement péquiste, mais il n'y a pas vraiment d'autres appuis, à moins que je me trompe, du côté de la CAQ et du côté du Parti libéral. Donc, on a les
trois partis, les trois plus grands partis du Québec qui sont plutôt favorables à l'exploitation pétrolière, donc la lutte risque d'être assez difficile. La lutte va être difficile, mais on en a gagné une récemment, une lutte environnementale. La question des gaz de schiste, quand même, il y avait un gouvernement qui était majoritaire et il y a eu un recul. Le Parti québécois, actuellement, on le sait, on l'a appris dans les derniers mois, est un gouvernement qui est fragile, qui est déjà sur la défensive, et surtout, il y a des tensions internes à l'intérieur du Parti québécois. Il y a des gens, des environnementalistes qui, je pense, essaye de faire quelque chose. Et donc, c'est le genre d'enjeu sur lequel je pense que le gouvernement Marois peut être chambranlant. Et la première priorité, c'est de mettre à l'agenda de la consultation qui arrive à l'automne la question des émissions de gaz à effet de serre. Si on est capable de faire ça, on se donne véritablement des chances d'avoir au moins un débat de société sur cette question-là et de réaliser que c'est aussi de nos affaires, c'est aussi de nos oignons ce qui se passe du côté de l'Alberta. Ouais, c'est sûr qu'on voit des fois le gouvernement, on a vu certaines annonces de Martine Ouellette qui semble écouter la première ministre, mais vraiment avec... Il y a des tensions. Il y a des tensions, donc on pourrait donc pousser de ce côté-là pour voir si, par exemple, à un moment donné, si les tensions sont trop grandes, il pourrait avoir certaines démissions ou on fera pas de politique fiction, mais je peux ajouter également un autre élément qui est pas assez connu. Il faut savoir qu'il y a non seulement l'enjeu du pipeline, mais un autre des grands enjeux sur lequel il va falloir avoir un débat, c'est sur la participation de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Oui, effectivement. Il faut savoir que la Caisse de dépôt et de placement au Québec, 5% de son portefeuille d'actions en date de 2010 était dans la compagnie Enbridge. Ça, je crois que c'est problématique et qu'il faut avoir un débat sur un éventuel désinvestissement de la part de la Caisse de dépôt et de placement de ce genre d'entreprise-là. C'est un levier économique important pour les Québécois et les Québécoises, la Caisse de dépôt, et on devrait pouvoir l'utiliser pour faire des choix collectifs comme ceux-là. Il y a également Hydro-Québec qui aurait un rôle à jouer dans une éventuelle transition en dehors du pétrole. Mais si on veut avoir toutes ces discussions-là, il faut avoir un forum pour le faire, et c'est pour ça que on va publier une lettre ouverte dans les prochains jours pour demander au ministre Blanchet d'inclure ce genre de considérations-là dans les consultations qui s'en viennent à l'automne. Puis c'est ça, puis je veux pas trop parler donc du drame qui s'est déroulé en fin de semaine, mais déjà, ça spécule, déjà on est en train d'analyser ce qui s'est passé, déjà il y a des affrontements entre ceux qui disent, justement, les pipelines seraient beaucoup moins dommageables pour qu'un accident de train. Je sais qu'il est proche pour parler de ça, mais qu'est-ce que vous en pensez? C'est sûr que les lobbies pro-pipeline vont tirer la couverte de leur bord. Ils ont de l'argent à faire et c'est pas étonnant qu'ils essayent d'en faire plus. Ce que ces gens-là ne disent pas, c'est qu'effectivement, les convois pétroliers en train font plus d'accidents. Les accidents sont plus nombreux, mais ce sont des accidents beaucoup plus petits. Il y a moins d'accidents dans les pipelines, mais lorsqu'il y en a, ils sont vraiment gigantesques. Parce que lorsque le wagon de train est vide, il est vide. Le pipeline, lui, il se vide jamais. Et tant qu'on ne trouve pas la fuite, ça continue à sortir. Et donc, quand on parle d'immenses pipelines comme Keystone XL ou comme l'éventuel pipeline TransCanada, c'est des centaines de milliers de kilomètres où il y a des potentiels de fuite. Et donc, le vrai débat, c'est pas comment on transporte le pétrole. En fait, on peut bien avoir ce débat-là, mais ce débat-là cache l'enjeu fondamental qui est qu'est-ce qu'on fait avec notre dépendance au pétrole? Parce que c'est ça que la tragédie de lac mégantic vient nous dire. C'est qu'on est drogué actuellement, puis qu'on a besoin d'une cure de désintoxication. Puis c'est pas en variant la manière dont on s'injecte la drogue qu'on va régler le problème. Oui, donc développer d'autres stratégies, justement, peut-être l'électrification des transports qui avait été mis sur pied, proposé par le Parti québécois, mais il semble peut-être manquer de volonté. Et ça se fait ailleurs à travers le monde. Et au Québec, on est chanceux, on a des institutions qui nous permettrait de le faire. Parce que quand on parle de transition hors du pétrole, les gens pensent toujours à la responsabilisation des individus ou à la culpabilisation des individus. Ah oui, mais moi, qu'est-ce que je vais faire? On est tous coupables, on a tous une voiture. L'enjeu, c'est pas un enjeu individuel, c'est un enjeu de modèle énergétique, c'est un enjeu de modèle de société. Et au Québec, on a des institutions, comme la Caisse de dépôt et de placement, qui peuvent investir dans des énergies vertes. Et on a aussi quelque chose qui s'appelle Hydro-Québec, qui devrait revenir à sa fonction première et développer ce genre de projet-là alternatif. Et si ces leviers-là, institutionnels, étaient activés avec une volonté politique, on est probablement un des endroits en Amérique du Nord où ce serait le plus facile de rompre avec le pétrole. Mais pour ça, comme je le disais, il faut une volonté politique et on peut commencer à douter du fait que le Parti québécois l'aille. Bon, merci beaucoup, Gabriel Nadeau-Dubois. J'imagine que cet enjeu-là, on est loin de mettre ça de côté. Il va y avoir sûrement des manifestations là-dessus, des rencontres, des débats houleux. On va en parler encore. Tout à fait. Il y a une première mobilisation jeudi prochain
à Oka sur précisément la question du pipeline 9 d'Enbridge. Alors les gens peuvent aller voir, il y a un événement Facebook qui est facilement accessible pour voir l'horaire et le lieu exact. Et puis sinon, rester informé, c'est clair qu'il y a des mobilisations à venir, notamment en solidarité avec les communautés autochtones, parce que c'est pas seulement en Alberta que ces gens-là sont touchés. Ici aussi, malheureusement, c'est trop souvent les premiers et les premières qui sont touchés, les peuples autochtones. Alors, c'est avec eux qu'on va mener cette bataille-là, et puis on n'a pas le choix de la gagner. Gabriel Nadeau-Dubois, je vous remercie. Merci à vous. Au revoir.